Le Kenya est considéré comme un pays aux ressources en eau limitées. Près de 17 millions de ses 41 millions d'habitants n'ont d'ailleurs pas accès à l'eau potable. En effet, seuls 75% des zones urbaines et 50% des zones rurales du pays sont desservies en eau. Les besoins de sa capitale Nairobi sont estimés à 700 000 m3 par jour, alors que la capacité de ses adductions d'eau est de 500 000 m3, soit un gap de 200 000 à combler. Le développement socio-économique tel qu'envisagé par notre agenda 2030, qui est notre plan pour un Kenya émergent, a établi comme cible l'accès universel à l'eau et à l'assainissement de base pour tous d'ici 2030. Under our Article 43(1) of our Constitution, access to clean and safe water. De plus, d'après l'article 43.1 de notre Constitution, l'accès à une eau potable et sûre, en quantité adéquate et selon les normes internationales pour l'eau et l'assainissement est un droit humain. Mon gouvernement, en collaboration avec les services travaillant dans le domaine, a reçu mandat de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement et résolu à atteindre cet objectif en 2030. Le Kenya est déterminé à encourager l'approche de la gestion des ressources en eau, à maîtriser les ressources d'eau adéquates et à protéger la biodiversité, à encourager la participation de tous les acteurs, y compris les collectivités locales, dans les activités de conservation de l'eau. Le président kenyan a tenu ses propos lors du 18e congrès de l'Association africaine de l'eau que le Kenya a récemment accueilli. Plus de 1500 participants venus d'au moins 80 pays se sont retrouvés en effet à Nairobi autour de la problématique de l'accès durable à l'eau et à l'assainissement en Afrique à l'horizon 2030. Décideurs politiques, experts publics et privés, entreprises africaines et étrangères, partenaires au développement, chercheurs et professionnels du secteur sont unanimes. L'accès à l'eau est une question de survie. On ne le dira jamais assez. La nécessité d'un accès durable à l'eau et à l'assainissement dans notre continent est un impératif. Une des conséquences de cette situation se trouve dans ces statistiques tristes qui doivent faire réfléchir plus d'un, selon lesquelles un enfant meurt toutes les 12 secondes des suites de maladies liées à l'eau. La plupart de ces enfants innocents viennent de notre continent et ont moins de 5 ans. L'espèce humaine et nous en particulier, professionnels du secteur, tout comme les dirigeants, avons la responsabilité et l'obligation de protéger la vie de ces enfants et nous devons de restaurer la confiance en cherchant, en trouvant, mais aussi en créant des solutions innovantes pour améliorer la vie de nos populations. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a dans beaucoup de cas une contamination de l'eau à la source. Et si la source n'est pas contaminée, on est en train de contaminer cette eau dans le transport ou durant le transport. On est en train de la contaminer au niveau du stockage à la maison. Donc nous, notre objectif, c'était de réduire et d'éliminer pratiquement la chaîne transport-stockage. Parce que avec les grands forages, qui ont quand même des choses assez bien, on a constaté qu'il y a certains qui sont très contaminés et les personnes traversent une grande distance pour aller chercher l'eau, pour transporter cette eau et stocker cette eau. Donc nous sommes focalisés sur des technologies à faible coût qui peuvent être installées au niveau de la concession, au niveau du ménage. Ce congrès a été l'occasion de faire l'état des lieux du développement du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique. Selon l'Association africaine de l'eau, plus de 300 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau. Et pourtant, le continent dispose d'énormes potentialités, notamment 5400 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable exploités à moins de 5%. C'est un problème d'infrastructure. C'est aussi un problème du fait que les populations, du moins cette eau dont on parle, n'est pas également répartie sur le continent. Il y a des zones comme l'Afrique centrale, comme la RDC qui regorge d'eau. Il y a des zones aussi comme en Afrique de l'Ouest, la Guinée qui regorge d'eau. Mais le manque d'infrastructures, le manque de ressources financières pour justement mettre en œuvre ces infrastructures fait que les populations ont de l'eau. Mais cette eau, il faut la potabiliser, il faut l'amener vers les habitations, il faut l'amener vers les populations. Et ceci est la source des problèmes d'accès à l'eau potable que nous rencontrons. La situation qui prévaut au niveau du milieu urbain, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette augmentation subite de la population qui emmènerait d'ici 2050 à avoir en Afrique les villes les plus importantes au monde au niveau population,
ceci crée une pression énorme au niveau des sociétés d'eau pour satisfaire les besoins en fourniture, mais aussi pour les États pour satisfaire les investissements, pour satisfaire aux investissements nécessaires pour emmener de l'eau aux populations. Comment trouver ces financements? La question est récurrente alors que le continent ne manque pas forcément de ressources financières. Les partenaires au développement constituent une source, selon les acteurs. Il est cependant clair qu'ils ne fourniront qu'une partie des 5 milliards de dollars nécessaires annuellement pour la réalisation de l'objectif de développement durable relatif à l'eau. En Afrique, nous avons tendance à penser que nous n'avons pas d'argent. Pour moi, ça ne correspond pas à la réalité. Il suffit de regarder le budget colossal que certains pays allouent à la défense, mais quand il s'agit d'eau et d'assainissement, il tourne autour de 3%. Donc il faut changer la donne et mettre un plus grand accent sur l'eau et l'assainissement. Il y a donc de l'argent, sans oublier le fait qu'il y a les fonds disponibles avec les bailleurs. Donc l'argent est bien là. Il nous faut juste prendre de bonnes résolutions à cet égard. On est souvent interpellé par les institutions de financement sur le fait qu'il n'y a pas assez de projets pour les ressources financières qui existent. Et ça, c'est un problème qu'il est nécessaire de voir de très près. Nous, au niveau de l'Association africaine de l'eau, nous développons des programmes de renforcement des capacités et renforcement de compétences pour nos sociétés d'eau pour justement les amener non seulement à être techniquement beaucoup plus efficaces, mais aussi pour pouvoir mettre en place des projets qui sont des projets bancables. Le continent enregistre toutefois des success stories. Des pays comme le Sénégal, le Gabon, l'Ouganda et l'Afrique du Sud ont pu améliorer ces dernières années l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines. Ces résultats ont été obtenus grâce à des investissements conséquents, aussi bien publics que privés, dans le secteur. De 1996 à 2015 à peu près, nous avons investi plus de 300 milliards de francs CFA. Ces 300 milliards de francs CFA ont permis de réformer, de redimensionner l'ensemble du système d'alimentation en eau potable de Dakar et d'élever le taux d'accès de 79% à 99% à peu près pour Dakar et pour l'essentiel par des accès en branchement et 85% dans les régions. C'est lié donc à ce niveau d'investissement et à l'existence de professionnels en matière de réalisation d'investissement et en matière d'exploitation de réseaux. L'accès durable à l'eau en Afrique doit être l'affaire des populations africaines. Nous en sommes à un point où nous disons « trop c'est trop ». Nous n'accepterons plus le fait de ne plus y avoir accès. La demande en eau et les services connexes est un droit pour tous et les gouvernements doivent mettre sur pied des programmes pour garantir l'accès. Ils doivent prévoir des financements à cet effet, dans le budget national, mais aussi en s'appuyant sur le secteur privé qui doit être aussi impliqué davantage pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Les solutions passent également par la formation. Si le continent peine à atteindre l'objectif d'accès durable à l'eau, c'est en effet en partie à cause du nombre insuffisant de personnel qualifié et d'institutions performantes. Vous savez, l'eau et l'assainissement, comme beaucoup d'autres choses, dépendent de la qualité des infrastructures qui sont mises en œuvre, dépendent de la façon dont leurs exploitations sont organisées. Et ceci ne peut se faire qu'avec des ressources humaines de qualité bien formées. Donc là, le renforcement des capacités, la formation de base déjà des ingénieurs et des techniciens supérieurs et la formation professionnelle de ceux qui sont déjà en activité et surtout en matière de management sont des éléments essentiels si on veut atteindre les objectifs du développement durable à venir. Tout le monde doit savoir quels sont les nouveaux défis et quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place pour pouvoir les relever. Alors ça demande en permanence le renforcement des capacités, que dis-je, des échanges pour pouvoir maîtriser ce qu'on doit faire. Et nous en Afrique, même si on doit avoir la technologie venue de l'Europe bien des autres continents, il faut qu'on s'approprie de la dimension intellectuelle de tout ça pour donner à nos sociétés d'eau en Afrique d'assainissement ce qu'il faut de nouveau.
Parce que tout ne revient pas de faire le transfert de compétences ou de copier ce qui a été fait là-bas. Revenons chez nous, maîtrisons la technique et voyons comment on peut la multiplier et permettre à nos sociétés d'assainissement d'être à la hauteur de la tâche. Pour les participants, il est aussi urgent d'impliquer davantage les femmes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. En Afrique, elles y sont encore faiblement représentées. Et c'est sur ce constat que s'est tenu, en marge du 18e congrès de l'Association africaine de l'eau, le premier forum des femmes professionnelles africaines des sociétés de l'eau et de l'assainissement. Il s'agissait de sensibiliser les décideurs sur la nécessité de promouvoir la présence des femmes dans les instances de décision des sociétés d'eau et d'assainissement du continent et de manière générale dans le secteur. Aujourd'hui, de temps en temps, on fait des programmes qui permettent de régler un problème, mais il est important que ces programmes soient suivis, qu'il y ait des mécanismes permettant également de suivre ces actions pour un développement durable. Parce que toute action qui ne s'inscrit pas dans la durabilité n'a pas de valeur à mon sens. Donc il faudrait faire en sorte que l'accès à l'eau et à l'eau potable soit pérenne et que ceci ne peut se faire qu'à travers un développement durable. Bien évidemment, toutes ces activités doivent s'inscrire dans une politique globale du pays. Donc c'est très important de pouvoir s'inscrire dans des politiques d'égalité hommes-femmes, de pouvoir avoir des approches institutionnelles qui favorisent la prise en compte de toutes ces dimensions genre dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, mais aussi de la santé publique, de lutte contre les changements climatiques et tous les secteurs qui contribuent au développement durable. Il faut qu'on s'organise entre nous aussi pour avoir un réseau très solide, très sérieux, qui permet de trouver des solutions. Et je crois que les femmes ont un devoir particulier par rapport à ça. En tous les cas, moi j'attends d'elles qu'elles fassent ça. Moi je le fais, j'ai envie de m'impliquer plus. Et je crois que si on pouvait travailler ensemble et militer pour une présence plus forte de cette thématique dans les sociétés d'eau, on ferait avancer les choses. Dans les prochaines années, l'Afrique pourrait améliorer ses indicateurs d'accès à l'eau potable tels que recommandés par les objectifs de développement durable. D'après le PNUD, les investissements dans le secteur pourraient passer de 800 millions de dollars par an à 2,5 milliards si les fournisseurs de services prenaient des mesures adéquates pour la limitation de l'eau non facturée sur le continent et si les collectivités locales mobilisaient suffisamment de ressources financières.